pénurie de médecins spécialistes frappe et frappe fort. On pense entre autres aux dermatologues parce que parmi les spécialités où on note le plus grand taux d'attente, on doit dire que les dermatologues, c'est parmi les médecins spécialistes les plus en vogue. Au fait, la liste ne fait que s'allonger. Il y a 900 patients en attente présentement de médecins spécialistes et un patient sur 9 attend un dermatologue. On sait que l'Association des médecins spécialistes en dermatologie mentionne que, au cours des dernières années, on essaie justement de faire une place, de trouver des solutions pour que l'attente soit plus courte, mais c'est difficile. Diane Leca est avec nous ce matin, atteinte d'une maladie de la peau nommée porokératose actinique. Elle est sans dermatologue depuis 13 ans. Elle est avec nous en studio. Diane Leca, on vous souhaite la bienvenue chez nous. Merci. Qu'est-ce que c'est exactement le porokératose actinique? C'est une maladie de peau qui peut être transmise par gène. Moi, je n'ai pas connu mon père et fait que j'ai resté surpris d'apprendre que ça. Et puis, ça se trouve être des plaques rugueuses et smaqueuses. On voit sur votre peau, parce que vous me les avez montrées en studio, oui. On voit des plaques rouges sur vos jambes. Oui. Ça, vous avez ça depuis 13 ans? Oh, même plus que ça. Ah oui? Ah oui. Est-ce que c'est douloureux? Ça devient douloureux quand c'est pas traité. C'est que là, moi, j'avais une crème qui est disponible, qui est faite en pharmacie. Et puis, elle ne dure qu'un mois. Mais ça l'aidait beaucoup à ce que je ne fasse pas de gales. Parce que c'est ce que ça fait. Ça gratte, ça fait des gales. Oui, puis la peau à côté, tu viens que tu as mal à la peau. Quand vous dites la peau à côté, c'est vos vêtements qui frottent? Oui, c'est ça. Fait que moi, pratiquement, je sors pas. Je sors pas l'été, je reste toujours à l'intérieur. Parce que le soleil peut aggraver, c'est ça? Oui, le soleil, juste la chaleur fait augmenter les plaies aussi. Ah, donc, si vous vouliez, par exemple, faire de la marche rapide, là, ça pourrait augmenter vos problèmes. Oui. Est-ce que, vous parliez de crème tout à l'heure, est-ce que c'est un professionnel de la santé qui vous prescrivait vos crèmes? Oui, j'avais été consulter un dermatologue au privé, parce que là... Ça coûte combien, ça? Ça me coûtait 200... aller voir le dermatologue, ça m'a coûté 950 $. Pour un rendez-vous? Pour un rendez-vous. 950 $. Combien de minutes? Une heure? Peut-être une demi-heure? 3/4 d'heure, 1 heure. Là, une heure? Ouais. 950 $. Oui. Combien la crème ensuite? La crème, elle me coûte 200 $ par mois, qui n'est pas payée par le gouvernement et que j'aimerais bien qu'elle soit payée. Et puis là, on m'a annoncé que là, présentement, ça me coûterait 370 $. Pourquoi? À la place. Supposément qu'il y aurait un médicament qui aurait augmenté dans la... Avec tout ce qui coûte cher aujourd'hui, mais c'est l'augmentation. ça, avec les crèmes, il y a plusieurs médicaments qui font pour la crème. Et puis, il y en a un qui aurait augmenté beaucoup. Donc, vous avez une maladie de peau qui est très rare, ouais. qui continue d'augmenter avec le temps. Ouais. Les produits coûtent cher et vous êtes toujours sans dermatologue. Oui. Est-ce que vous êtes sur une liste d'attente? Oui. Puis, on ne vous rappelle pas? Non, pas encore. Est-ce qu'on vous en a attribué un dermatologue? Non. Il n'y a rien. Non. Est-ce que vous êtes découragé? Beaucoup. Oui, beaucoup, parce que c'est pas facile aujourd'hui d'avoir un dermatologue et un médecin de famille, parce que je n'ai plus de médecin de famille non plus. Mais là, qu'est-ce que vous pouvez faire? Parce que là, vos problèmes de peau, est-ce que ça peut s'accentuer? Oui, parce que en n'ayant pas un dermatologue, c'est que là, il peut pas vérifier si mes plaies sont cancéreuses. Ah, ça pourrait être cancéreux. Oui. Ça peut devenir un carcinome qu'appelle, là. C'est la transformation de ton chose. Le carcinome est un type de cancer qui se développe à partir des cellules épithéliales qui tapissent les surfaces du corps. C'est tellement dur à prononcer que vous avez dû prendre des notes, vous aussi. Oui, c'est des mots assez compliqués. Oui. Diane Leca, on vous garde avec nous parce qu'on a également Dr Elena Netchiporo qui est avec nous, qui est dermatologue, clinicienne, chercheuse à l'Institut de recherche du CUSUM, du SUM, qui est avec nous. Quand vous entendez les propos de Mme Diane Leca, est-ce que ça vous surprend? Bonjour et merci de m'avoir parmi vous. Ça me surprend malheureusement pas.
C'est en effet ce qu'on voit et il y a de plus en plus de consultations. En ce moment, il y a à peu près 100 000 patients sur la liste d'attente pour voir un dermatologue. Le chiffre est stable depuis à peu près 2, 3 ans maintenant et il ne diminue pas malheureusement. Mais qu'est-ce qui fait qu'on la liste est si longue? Qu'est-ce qui fait qu'il y a une pénurie si grande puis que rien ne s'améliore? En fait, il y a plusieurs choses qui sont arrivées. Premièrement, en fait, c'est toujours un débalancement entre l'offre et la demande. La demande, elle a augmenté énormément depuis plusieurs années parce que la population du Québec vieillit. Le cancer de la peau, maintenant, ça affecte un Québécois sur trois et ça se manifeste surtout quand, euh, quand on vieillit. En fait, c'est de plus en plus fréquent à partir de l'âge de 65 ans. Ensuite, nous avons aussi connu une vague d'immigration assez importante, alors que l'infrastructure, la formation de médecins n'a pas suivi en proportion. Pendant la pandémie, nous avons eu un gros retard. Il y a eu beaucoup de rendez-vous qui ont été annulés et c'est ce qui a fait un gros saut comme au niveau de la liste d'attente pour voir un dermatologue. Et même, on a de plus en plus de difficultés à récupérer cette liste d'attente-là. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cas de Diane Oka, elle a une maladie de peau très rare. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Parce que là, elle dit, ça fait 13 ans, moi, que j'attends, puis j'ai personne pour me contacter. Est-ce qu'il y a des solutions pour elle? C'est pas facile. Au moins, s'il y aurait un médecin de famille, ça serait déjà énormément mieux parce que souvent, comme dermatologue, on est médecin consultant. Donc, dans ce cas-là, on peut établir un plan de traitement pour le patient et ensuite, le patient pourrait avoir les renouvellements faits par le médecin de famille. Mais quand on a ni un ni l'autre, c'est quelque chose qui devient difficile. Et comme Madame avait mentionné, elle avait consulté un dermatologue au privé. C'était un bon plan d'action, mais évidemment, un plan d'action qui est cher et qui est pas facilement faisable à long terme. On Je parle. pense que c'est très bien de garder la liste d'attente pareil, mais là, maintenant, les listes d'attente sont très importantes. Et aussi, l'offre, elle est aussi dépendante des régions. Donc, évidemment, certaines régions au Québec, les listes d'attente sont très, très longues, de 2, 3 ans voire, alors que dans la région métropolitaine de Montréal ou la région de Québec, d'habitude, les listes d'attente sont quand même plus petites. Donc, des fois, regarder pour plusieurs endroits la consultation, ça peut aider à voir un dermatologue plus rapidement. D'ailleurs, si vous avez des questions, 187 Cube Radio pour nous contacter, 1-877-827-2346. C'est ce qu'a fait Diane Loca, d'ailleurs, qui écoute l'émission, entre autres, d'Isabelle Maréchal durant l'année. C'est ce qui vous a donné l'envie de raconter votre histoire. Oui. Bon, maintenant, pour ce qui est du travail des dermatologues, on nous mentionne souvent la paperasse. Est-ce que c'est votre cas, docteur Elena, la paperasse des médecins spécialistes? Là, ça aussi, ça prend beaucoup de temps dans une pratique. Oui, je pense que c'est la douleur de nos vies, de tous les médecins, peu importe les spécialités, mais en dermatologie, on en a énormément parce qu'on voit d'habitude un grand flux de patients. Donc, moi, en général, dans une journée typique, je vais avoir autour de 40 patients et donc, je vais avoir 40 notes à écrire, en général, sans aide. Et dans les centres universitaires, en fait, dans tous les hôpitaux du Québec, il n'y a pas de dossier informatisé. Donc, souvent, c'est de la paperasse papier que ça fait. Nous avons de plus en plus d'outils d'investigation, comme par exemple, je fais une spécialité en maladies génétiques et maladies rares. Donc, quand on fait des tests génétiques, c'est beaucoup de paperasse. Quand on reçoit les résultats pour tous les 40 patients qu'on voit, les médicaments de nouvelle génération, souvent, c'est 3 pages à remplir à chaque fois qu'on demande un médicament. Donc, je dirais dans une journée régulière, à l'hôpital, je passe 4 heures à faire de la paperasse. Si je pourrais allouer ces 4 heures pour voir des patients, je pourrais voir à peu près 20 à 24 patients de plus dans une journée. Combien vous avez dit? C'est à peu près 6 patients à l'heure pour un dermatologue moyen. Donc, 26 on pourrait patients voir de plus par jour sans paperasse. Mais si comment on ça, on fait aurait, rien? si on pourrait être plus efficace. Parce que ça prend une équipe pour être plus efficace. Donc, ça prend un soutien aux médecins. Donc, si dans par exemple, une de mes collègues, elle est dermatologue, professeur en Nouvelle-Zélande, où est-ce que l'offre et demande est encore plus frappante qu'au Québec. C'est à peu près un dermatologue par 100 000 patients. Ils ont tous des équipes de soins. Donc, dans une équipe de dermatologie, il va y avoir un médecin de famille, une infirmière praticienne, qui vont tous travailler ensemble. Ça fait qu'ils sont capables de servir une population de façon plus efficace et plus rapidement.
Il y a l'autre point également de l'esthétique, parce que quand on parle de dermatologue, oui, pour traiter les malades, mais il y a aussi ceux qui vont vers l'esthétique. Pourquoi de plus en plus de médecins spécialistes se tournent vers ça alors qu'on se dit, ben voyons, il y en manque pour ceux qui sont malades? Oui, en fait, à cause du fait qu'on a tellement de paperasse à faire et que la charge de travail devient de plus en plus lourde parce que la plupart des patients qui ont une peau qui va bien, on est obligé de leur donner congé en ce moment parce que il y a tellement de pression sur le système. Donc, on garde que les patients très, très malades, donc les cas très lourds, et le remboursement, les frais qu'on est payés pour voir un patient avec la peau parfaitement normale et un patient très, très, très lourd avec énormément de paperasse, c'est exactement identique. Pour Oh, cette raison, il y a beaucoup de médecins qui vont se tourner à faire 1 ou 2 jours de l'esthétique par semaine pour avoir une balance vie-travail plus raisonnable. Et pas juste pour ça, parce que le salaire des médecins spécialistes et médecins de famille, je crois aussi, n'a pas augmenté depuis une bonne dizaine d'années, alors que les frais de bureau, par exemple le loyer, le chauffage, le dossier informatisé, les secrétaires, les infirmières dans les bureaux à l'extérieur de l'hôpital ont souvent, je pourrais dire, ont pratiquement, dans mon cas, moi, dans mon bureau privé, ça a doublé depuis 5 ans. Et pour cette raison, les médecins faire doivent faire de la médecine non remboursée par la RAMQ pour soutenir leur bureau et garder les portes ouvertes. hmm. On va rejoindre à l'instant Dr Benoît Eppel, qui est médecin de famille au CIUS de l'Estrie, qui est avec nous pour la discussion également, qui réagit aussi son non-verbal par rapport aux médecins dans l'esthétisme. C'est quelque chose qui vous a fait réagir, ça? Ben, on le voit ici dans notre région, puis ce que votre dermatologue là, vient d'expliquer est vrai. Il y a nous, là, nos dermatologues ici en Estrie, plusieurs ont quitté l'hôpital, en partie parce qu'ils ne pouvaient pas voir assez de patients. Et le setup ne permettait pas d'avoir assez d'agentes administratives pour céduler les patients. Je dis un chiffre comme ça, là, ils envoyaient 15 par demi-journée, mais ils se disaient, nous, on est capable d'en voir 30. Ils n'étaient pas capables, dans un contexte hospitalier, de répondre, d'être efficaces comme ils voudraient être efficaces. Alors, ce que ces gens-là font, c'est qu'ils quittent l'hôpital, puis ils sauvent une clinique à leurs frais. Ils investissent 500 000, 1 million, 2 millions pour tout équiper ça. Puis pour rentabiliser ça, bien, ils n'ont pas le choix à côté des patients RAMQ de faire du Botox ou de faire d'autres affaires qui sont plus payantes. Alors, c'est ça qui est arrivé. Alors, on perd malheureusement des médecins qui quittent les hôpitaux, s'installent dans des cliniques, puis pour faire survivre leur clinique financièrement, ben, ils doivent faire de l'esthétique en plus des patients RAMQ. Donc, ils ne font pas que de la RAMQ. Mais C'est ça qui est arrivé. aussi, il faut dire, docteur Eppel ou encore docteur Elena Netchipohouk, là, il y a quand même quelque chose qui est mal compris, je crois, quand on parle de médecin, parce que souvent, quand on parle de salaire, les gens vont être choqués, vont monter aux barricades. On en parlait beaucoup dans l'actualité. Mais vous avez parlé des frais. C'est quand même une notion qu'on parle très peu, mais qui fait partie de la réalité quand même. Oui, absolument. Donc, en général, la plupart des médecins spécialistes et les médecins de famille, je crois aussi, vont travailler dans des bureaux à l'extérieur de l'hôpital. Et la gestion de ce bureau à l'extérieur de l'hôpital, c'est aux frais de médecin. Donc, par exemple, moi, une journée par semaine, je fais un bureau dans une clinique de médecine familiale. Donc, je dois payer le loyer, je dois payer le dossier informatique, je dois payer les frais de la secrétaire. J'ai pas d'infirmière, je travaille toute seule. Euh, donc, j'ai pas les frais d'infirmière à payer, mais j'ai tous mes instruments médicaux que je dois payer. Et les frais, pour moi, ont doublé depuis 2017, où est-ce que j'ai commencé ma pratique. Ben, puis ça, c'est intéressant quand même de le mentionner parce que des fois, on comprend mal. On voit le salaire, on se dit, ben regardez comment ils sont payés, comment ça, ils sont pas capables de nous soigner. Il y a quand même un côté qu'on ne connaît très peu. Docteur Benoît Eppel, médecin de famille au CIUS de l'Estrie, on parle des dermatologues où il y a une personne sur 9 là, qui attend pour un médecin spécialisé pour la peau, là, dans tous les médecins spécialisés. Mais médecin de famille aussi, on attend. C'est pas tout le monde qui a un médecin. Est-ce que c'est réaliste de vouloir que tous les Québécois, Québécoises aient un médecin de famille attitré?
Mais non, c'est impossible. On le sait, là, il y a un manque de médecins de famille. Les chiffres de la FMOQ nous disent entre 1500 et 2000 médecins de famille. La solution du gouvernement récemment, c'est de dire, ben, faites-en plus, dans le fond, ça va marcher, mais ça marche pas de même. C'est impossible. On sait que dans le contexte actuel, d'attribuer un médecin de famille par personne, c'est absolument impossible. Il y a plein de choses à revoir. Il faut revoir la pertinence, il faut revoir l'approche multidisciplinaire avec plein d'autres professionnels. Et effectivement, le phénomène que vous décrivez aujourd'hui de manquer de spécialistes, ça embourbe la première ligne aussi. Combien de patients je vois, moi, qui ont besoin de voir justement un dermatologue. Si j'avais un dermatologue, je les enverrais, puis j'arrêterais de revoir les patients 3-4 fois pour la même affaire, parce qu'ils attendent, puis qu'ils attendent, puis qu'ils attendent, puis des fois, je les vois une fois, j'essaye quelque chose, je les revois 2 fois, j'essaye d'autres choses, puis j'ai essayé 3-4 affaires, j'ai fait une biopsie, j'ai fait ci, j'ai fait ça, puis en bout de ligne, j'ai besoin de dermatologue, mais je pognais pour voir encore les patients, puis plus savoir quoi leur offrir parce qu'ils sont pas capables d'avoir un rendez-vous en dermato. C'est épouvantable. Ça amène les médecins de famille à faire plus de choses qu'avant. Moi, je fais toutes mes biopsies, je fais mes petites procédures pour offrir le maximum aux patients. Je vais dire, écoutez, je suis pas en mesure d'avoir un dermato, mais je vais faire tout ce que je peux pour avoir un diagnostic puis offrir le traitement. Mais reste que l'embourbement en spécialité a des conséquences sur la première ligne aussi. Vous pouvez perdre combien de temps dans une journée pour des gens qui viennent vous consulter, qui en ont soit pas besoin ou ne sont pas dirigés au bon endroit, ou combien de temps vous perdez dans une journée? Écoutez, moi, là, mes statistiques, c'est simple. 50 ça, je l'ai déjà dit, 50 des patients que je vois pourraient être vus par un autre professionnel, donc 1 sur 2. Puis grosso modo, dans l'ensemble de mes rendez-vous, 15 à 20 des rendez-vous ne devraient jamais avoir lieu, ni avec moi, ni avec personne. Des affaires qu'on se dit, ben là, tu devrais juste écrire ça dans ton journal intime ou en parler à ta mère ou regarder sur Internet. Là, il y a beaucoup de choses vraiment, vraiment inutiles. Des gens qui vont revenir parce que ça fait 2 ans. J'en ai vu une ce matin. Ça fait 2 ans qu'elle attend un spécialiste, puis ça y prend une chirurgie. Je la revois. Ça y prend une chirurgie, je ne vais pas l'opérer moi-même. Là. Fait que ça fait 2 ans qu'elle attend, puis j'ai dit, ben, vous allez probablement encore attendre des années, mais je ne peux rien faire. C'est un rendez-vous inutile. Puis, elle a raison, là. Il y a une souffrance, puis il y a quelque chose, il y a raison, je ne blâme pas la personne. Mais tu sais, si elle avait été vue, puis si on avait eu une procédure, ben ça serait réglé, puis on n'en parlerait plus, puis on verrait quelqu'un d'autre. Là. Même mais pour je vous vous, dirais que. Hein? Ça ne doit pas être très encourageant de réaliser votre profession quand vous vous dites « je peux rien faire avec ça ». Bien, c'est pas encourageant parce que moi, une fois que j'envoie mon patient soit vers un dermatologue ou un autre spécialiste puis que j'ai besoin d'une procédure, d'une chirurgie, par exemple, que moi, je ne ferais pas, puis que j'ai tout fait le reste, le patient a beau venir me voir aux 15 minutes toute la semaine, je ne trouverai pas de solution miracle. À un moment donné, il faut qu'il voit son spécialiste puis il faut que la procédure ait lieu. Puis quand on les envoie, c'est pas parce qu'on ne sait pas quoi faire, c'est parce qu'on a tout fait ce qu'on pouvait faire puis que là, c'est dans les mains de quelqu'un d'autre. Moi, si vous avez un mélanome, si vous avez un carcinome basocellulaire dont on parlait tantôt, des cancers de la peau, là, je prends l'exemple des carcinomes basocellulaires qui sont fréquents, quasiment tous les patients en ont, je les biopsie, je fais mon exérèse, tout ça, mais il y a des moments où ils ont besoin de plus. Les patients, ils ont besoin de chirurgie de Mohs, par exemple, dans certains cancers. Ça, c'est ultra spécialisé, c'est en dermato que ça se fait. Je ne ferais pas ça dans mon bureau, là. Fait que moi, je peux faire mon bout, mais effectivement, quand ils attendent le spécialiste, puis même pour des cas de cancer, des fois, ils attendent, là. Dans le cas de Diane Loca qui est avec nous ce matin, qui est atteinte d'une maladie de peau qui est très rare depuis 13 ans, le porokératose actinique, est-ce qu'un médecin de famille peut l'aider, peut la supporter là-dedans au public? Ben oui, parce que en fait, quand on a un plan de traitement, là, par exemple, si c'est une maladie que je connais pas, je peux toujours me renseigner puis aller chercher l'information chez le dermatologue pour dire voici ce que vous devriez faire. Parfait. Alors, une fois qu'on a un plan, moi, je suis capable de l'appliquer puis de dire, ben voici la crème dont on a besoin. Je suis même capable de faire les demandes à la Régie de l'assurance maladie si on a besoin que ça soit remboursé de façon exceptionnelle pour cette personne-là. Mais effectivement, ça me prend un outil minimal. Si je connais pas la maladie, au moins une visite en dermato me dirait, voici, c'est ça son traitement, vous avez juste ça à faire. Merci, je m'arrange avec le reste. Oui, le médecin de famille peut faire son grand bout. Régulièrement, les dermatologues vont nous donner des recettes. Voici, j'ai vu votre patient. S'il arrive ça, voici la recette. S'il arrive ça, voici la recette. Puis s'il arrive telle affaire, je le reverrai. Mais sinon, vous êtes capable. Mais il faut au moins avoir ça. Mais le médecin de famille peut en faire un grand bout. Bon, autant vous, Dr Eppel, que vous, Dr Elena Nechi-Porouk, est-ce que la télémédecine qu'on a mis en place ou encore la télédermatologie qui a été mise en place dans les 2-3 dernières années, là, est-ce que ça vous aide comme professionnel de la santé? Est-ce que ça permet de désengorger? Est-ce que ça a fait une différence, ce nouveau système-là?
Je pense que oui. En fait, ça peut surtout aider pour les patients qui sont dans des régions éloignées, parce qu'il y a beaucoup de régions du Québec qui sont complètement desservies de médecins spécialistes. Et ça engendre des coûts très importants pour les patients et aussi pour notre gouvernement si on a besoin de prendre un avion pour venir à Montréal Ouais. pour voir un spécialiste. Donc ça, c'est très, très efficace de ce côté-là. Quand même, il y a certaines contraintes, il y a certaines conditions de la peau qui ne sont pas amenables à une téléconsultation, comme par exemple le cancer de la peau. On ne pourrait pas évaluer, par exemple, une on peut pas évaluer une surface corporelle totale pour faire le dépistage de cancer de peau chez quelqu'un qui a déjà eu un mélanome ou chez quelqu'un qui a une porokératose superficielle actinique disséminée parce qu'on a besoin de voir toute la peau au complet. En général, on a aussi besoin de notre microscope qui s'appelle le dermatoscope pour voir en 3D au niveau de la peau pour s'assurer qu'on ne manque pas le cancer. Mais il y a des conditions qui sont très parfaites pour la télédermatologie, par exemple acné, perte de cheveux, rosacée, euh, des choses comme ça pourrait fonctionner très bien et ça pourrait en fait sauver le temps. Il y a Stéphane de Montréal au 187 Cube Radio qui dit: Mon médecin de famille utilise un logiciel d'intelligence artificielle pour remplir sa paperasse. Il nous a fait signer autorisation. Ça lui libère du temps pour des patients. Est-ce que ça pourrait être une option, l'intelligence artificielle, Dr. Eppel? Oui, tout à fait. Ça commence de plus en plus. Les gens l'utilisent pour écrire leurs notes. Donc, il y a un logiciel qui écoute la conversation avec le patient. La note est rédigée, puis nous, on fait juste la corriger. Donc, ça peut accélérer. Puis ces logiciels-là, à terme, vont même nous aider à dire, ils vont remplir la paperasse. Exemple, je parle avec mon patient, vous avez besoin d'une échographie abdominale pour éliminer telle chose. Paf, l'intelligence artificielle va faire le formulaire puis on va nous le saisir. C'est implanté, des compagnies québécoises qui le font, c'est en train de se faire graduellement. Oui, ça va aider. Je rajouterais sur la télémédecine, la télédermato, il y a quand même des plateformes maintenant au Québec où on peut, avec des photos, on soumet l'histoire clinique, les traitements tentés, des photos. Il y a un dermatologue qui nous répond à l'intérieur de quelques jours. Je n'ai ouvert un parce que vous voyez, devant vous, là, une demande que j'ai faite il y a quelques semaines, j'ai la réponse rapidement. Ça m'enligne. OK, donc ça m'enligne. Moi, j'avais essayé des choses, il me donne d'autres idées. Puis, ultimement, le dermatologue peut dire, lui, il faudrait qu'il soit vu en dermato, on va s'arranger pour le voir. Donc, vous avez fait votre voûte en première ligne, faites une biopsie, faites ci. Donc, ça peut être aidant, effectivement, pour bien nous aiguiller, pour nous aider, nous donner des outils. Mais ultimement, parfois, les patients ont besoin d'être vus. La dermato, c'est pas juste la peau, c'est parfois des maladies systémiques qui donnent des manifestations cutanées. Donc, le dermatologue doit voir plus qu'une photo, là, parfois, là, comme Dr. Elena nous le dit. Non, mais ça peut être très utile, ça nous aide. Oui, d'ailleurs, Dr. Elena, en terminant, là, pour quelles raisons les patients vous consultent le plus? C'est quoi que vous voyez le plus ces temps-ci en 2025? Là? Est-ce que vous voyez des choses qui sont plus populaires ou qui vous se présentent à vous de façon plus récurrente? Moi, j'ai une pratique très variée et je fais de la recherche la moitié de mon temps. Donc, dans mon bureau en communauté, donc comme dermatologue communautaire, je vois surtout le cancer de la peau et les lésions précancéreuses, mais aussi énormément de cas de l'acné, de rosacée, d'eczéma. L'eczéma, on en voit de plus en plus, de psoriasis. Alors que, évidemment, dans ma clinique universitaire, je vois que des cas de dermatologie complexe. Énormément de cancers métastatiques avec des réactions à la chimio puis immunothérapie, des maladies rares génétiques, etc. Diane Loquette avec nous, toujours atteinte d'une maladie rare de la peau, ça vous fait réagir? Oui, oui, c'est sûr. J'ai cette maladie-là, ça va faire depuis l'âge de 40 ans. Ça fait au moins une trentaine d'années que je suis comme ça. Puis, c'est ça, t'as pas beaucoup de solutions. Puis là, t'as plus de dermatologue, t'as plus de médecin. Là, tu dis, qu'est-ce que je vais faire? Puis, la crème que je fais faire en pharmacie, elle a pratiquement doublé. Fait que là, vous vous sentez sans ressources. Bien, je me sens sans ressources. Et puis, ce que j'aimerais, c'est que le gouvernement paye ma crème. Qu'il fasse comme une crème d'exception, parce que c'est une maladie incurable, ce que j'ai. Fait que ça progresse toujours, mais avec la crème, ça diminue beaucoup l'inflammation, les douleurs. Ouais. Moi, je l'aime bien, mais là, au prix qu'elle est rendue. Est-ce qu'il y a des solutions? Est-ce que vous avez des solutions pour Diane Loquette? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'elle peut faire? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut entamer, des démarches justement pour ça? Oui, absolument. Donc, en général,
Moi, ma spécialité, c'est surtout les maladies rares. Donc, je sais de la crème que vous parlez. On a plusieurs façons qu'on peut faire ces mélanges. Donc, par exemple, moi, en général, je ferais le mélange de 2% levastatin ou 2% simvastatine. On n'a pas besoin de faire un mélange qui est plus complexe. On n'a pas besoin de rajouter 2% cholestérol pour la rendre plus efficace. Donc, le mélange beaucoup, beaucoup plus simple. Il y a des pharmacies magistrales, c'est mieux de faire affaire directement avec la pharmacie qui est capable de la fabriquer, alors que quand on va faire affaire avec une pharmacie qui n'est pas magistrale, on finit par payer le double parce qu'on finit par payer les salaires de 2 pharmaciens au lieu d'un. Et d'une pharmacie à l'autre, les prix peuvent varier. C'est important de prendre une quantité qui est plus grande. Par exemple, au lieu de prendre un tube de 60 grammes, c'est presque le même prix de prendre un tube de 120 grammes qui va nous durer plus longtemps, même peut-être prendre un tube de 250 grammes à place. Et si on la garde au frigo, à mon avis, on peut la garder jusqu'à ce que le tube soit terminé. Donc, ça va durer 3 à 6 mois à place. Évidemment, comme mon collègue ici a dit, on peut faire la demande de soumission à la RAMQ pour patients d'exception. C'est quelque chose qui prend 6 mois en général pour que la RAMQ évalue. La réponse est en général négative la première fois, mais on essaye puis on réapplique et des fois on réussit à l'avoir à couvert. Ça répond à votre question, Diane. Oui. Diane Ocamp, merci de votre présence en studio. Dr Elena Netchi-Pourrouk, dermatologue, clinicienne, chercheuse à l'Institut de recherche. Merci de votre temps aujourd'hui, malgré l'horaire chargé. Avec Dr Benoît Eppel, médecin de famille au CIUS de l'Estrie. Je vous garde quelques secondes avec nous, vraiment rapidement. Je veux simplement faire un virage 360 avec vous. C'est que l'histoire qui chamboule le Québec présentement, c'est la petite Claire, 3 ans, qui a été retrouvée saine et sauve. Et ce qu'on raconte dans les médias, c'est que l'hydratation l'aurait sauvée en quelque sorte. Comment est-ce possible? Et moi, je suis papa de 2 jeunes enfants, hein, ça m'a complètement viré à l'envers, cette patente-là. Mais revenons à votre question. Effectivement, c'est un enfant, 3 ans. Les enfants sont particulièrement vulnérables à la déshydratation. Il y a quand même eu des journées chaudes là, dans les derniers jours, alors beaucoup de perte de liquide. Un enfant, là, sans boire ni manger, là, ça peut pas vivre là, des semaines. Hein. On parle de peut-être 3-4 jours. Il y a des mécanismes physiologiques qui permettent de compenser là, pendant quelques jours, mais quand ça se met à crasher, on rentre en état de choc, on n'est plus capable de maintenir une pression artérielle suffisante pour faire fonctionner les organes, puis il y a une déficience multiorganique, puis les gens décèdent là, si on ne fait pas une réhydratation agressive. Donc, on était à 3-4 jours, là, on était à la limite probablement que ce que son corps physiologiquement pouvait compenser à la pauvre Claire. Maintenant, ce qui l'a sauvée, effectivement, est-ce qu'elle s'est hydratée? J'entendais dans les informations qu'elle avait une boîte à lunch, donc est-ce que les 12, 24, 36 premières heures, est-ce qu'elle avait de l'eau? Est-ce qu'elle avait de quoi manger? Est-ce qu'elle a réussi à s'hydrater avec un ruisseau, un fossé, je ne sais pas, de l'eau? Mais effectivement, ne pas manger, c'est pas dramatique, mais ne pas s'hydrater, c'est franchement dangereux. Donc oui, si elle a réussi à boire un petit peu, c'est ce qui l'a maintenue en vie. Et si elle ne l'a pas fait du tout, on était peut-être à quelques heures là, d'une catastrophe. C'est un petit miracle, cette patente-là. Eh oui. Oui, vous aussi, ça vous touche. Oui, c'est... Est-ce que les enfants sont plus tolérants à ce genre de situation-là qu'un adulte, par exemple? Est-ce qu'ils sont plus forts, entre guillemets, malgré leur jeune âge? Non. Non, pas du tout, c'est le contraire. En fait, même la surface corporelle va être un peu plus grande. Les enfants vont être plus à risque de déshydratation que les adultes. En général, chez l'adulte, la déshydratation, les mécanismes compensatoires vont compenser un petit peu plus longtemps. L'enfant, lui, il va compenser, mais quand il ne compense plus, là, ça peut descendre dramatiquement plus vite que l'adulte. Ils ne sont pas protégés du tout. C'est pour ça qu'en l'épisode de canicule, de grande chaleur, on parle toujours des gens vulnérables, les personnes âgées, les jeunes enfants, de les hydrater, de ne pas les exposer au soleil pour rien. C'est justement parce qu'ils sont plus à risque. Et l'enfant n'aura pas nécessairement le réflexe de l'adulte de dire « OK, je suis perdu, il y a probablement quelqu'un qui me cherche pour maintenir, pour gagner du temps de survie, je vais chercher à boire, je vais me déplacer. » Un enfant de 3 ans, là, ça n'a pas ce réflexe-là de dire, écoute, se mettre en mode survie. Et moi, je trouve ça épouvantable d'en parler, là, mais les premiers mots, ça a été ça, de l'information qu'on a, hein, j'attends maman. Et là là. Donc, un enfant de 3 ans, là, ça se fie à son adulte responsable. Hein. C'est lui qui va lui dire, prends de l'eau, on reste en dedans, on met notre chapeau. On était proche d'une catastrophe, on s'entend. Là. C'est épouvantable. Moi, d'y penser, je trouve, ça me déchire le cœur. Docteur Benoît Eppel,
médecin de famille au CIUS de l'Estrie. Merci. Puis je trouve que vous résumez bien ce que tous pensent aujourd'hui. Ça a été un plaisir de vous parler. Moi, cette nuit, là, mon petit gars de 4 ans, il est venu me rejoindre dans le lit. D'habitude, je le retourne dans son lit, mais là, je dis non. Là, cette nuit, tu dors avec moi, puis c'est bien correct. Comme ça. On les aime encore plus, hein? Oui, puis l'amour qu'on donne à nos enfants, c'est l'amour qu'on voudrait donner à la petite Claire là, ces jours-ci. Là, vraiment, là, c'est vraiment, heureusement, ça se termine bien. A dû bien le ressentir. On vous souhaite une belle journée. Diane aussi, on vous envoie des ondes positives. Merci d'être à l'écoute. Merci de nous avoir écrit également. Merci. À isabellecube.ca si vous avez d'autres histoires à partager. D'ailleurs, au retour, ce que vous pensez de la course à pied, c'est faux.